édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 20h. À la une ce soir, le non-respect répété par les désaccords par le Rwanda pourrait coûter cher à Paul Kagame. Les USA haussent le ton et annoncent des sanctions diplomatiques et économiques. Des sanctions qui pourraient emmener le pays de 1000 collines à un isolement stratégique. Dans ce journal, vous suivrez une réflexion à ce sujet. Et puis, arrestation des bandits armés dans le district de la Tchangou. Le procès en flagrance a débuté hier mardi devant une population soulagée. Les habitants de la Tchangou se disent prêts à s'engager aux côtés des forces de l'ordre pour renforcer la sécurité à travers la capitale. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Face au soutien du Rwanda au M23 et l'AFC, les USA menacent Kigali de sanctions lourdes et l'isolement stratégique. Le non-respect répété des accords par le Rwanda pourrait coûter cher à Paul Kagame. Alors question, quelles seraient les conséquences diplomatiques et sécuritaires que subirait le Rwanda? La réponse dans cette réflexion d'Oscar Balkaïch. La pression s'accentue sur le président rwandais Paul Kagame. Washington appelle Kigali à retirer sans délai ses troupes du territoire congolais. Les États-Unis mettent ainsi en lumière des engagements non respectés pris par Kigali dans le cadre de l'accord de paix signé le 4 décembre 2025. D'après le ministre de la Communication et des Médias, l'annonce du retrait des troupes rwandaises et de la coalition AFC M23 de la ville d'Uvira constitue une diversion. Et c'est une diversion. Vous avez toujours entendu le M23, qui est en réalité le fils du Rwanda, dénier, dire ne pas être concerné par le processus de Washington. Comment, alors que la pression a été de manière claire faite sur le Rwanda, vous avez suivi notamment l'ambassadeur américain pour ne parler que de lui au Conseil de sécurité, mais pourquoi c'est les M23 qui doivent venir un peu comme s'offrir pour dire écoutez, c'est moi le fautif, je vais quitter Uvira. Il est évident que c'est une manœuvre qui vise à distraire les médiateurs américains, qui est engagé à prendre des actions, parce qu'il est évident que ce qui s'est passé à Uvira est inacceptable. C'est depuis plusieurs décennies que la RDC accuse le Rwanda de soutenir militairement des groupes armés, dont le M23 et ses alliés, dans l'est de la RDC, aux antipodes des accords régionaux et des principes de bon voisinage. Face à cette situation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé sur plusieurs fronts, notamment les fronts diplomatiques. Processus de Luanda, initiative de Nairobi, plaidoyer intense auprès des différents partenaires internationaux. Kinshasa continue à tout prix de diversifier la voie politique et diplomatique pour mettre fin à ce cycle infernal de violence, une diplomatie active qui vise à restaurer une paix durable dans les zones en proie à l'insécurité, particulièrement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, devenues aujourd'hui les ventres mous des conflits. Vous suivrez juste après ce journal l'intégralité de l'interview qu'a accordé le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, sur une chaîne étrangère. Et puis, contrairement à l'annonce du retrait des troupes à Uvira, l'AFC M23 renforce ses hommes dans les montagnes qui surplombent la ville. À cela s'ajoutent le pillage et les massacres des paisibles citoyens. Suivez plutôt ce communiqué des autorités de la province du Sud Kivu, lu par Oscar Balkaïch. Dénonciation des graves violations du cessez-le-feu par les rebelles de l'AFC M23 soutenus par les Rwandais. Au lendemain de l'annonce par M. Corneille Nangaa du retrait des troupes de l'AFC M23 de la ville d'Uvira, le gouvernement provincial du Sud Kivu dénonce les graves violations du cessez-le-feu telles que repris dans l'accord de principe signé à Doha. Cet après-midi du 16 décembre 2025, la Direction générale des douanes et accises, DGDA, a été complètement pillée par le militaire rwandais. Marchandises entreposées en vue de la déclaration, matériel de bureau, mobilier et plusieurs autres biens de valeur ont été chargés dans des camions en direction du Rwanda. Passant par la plaine de la Ruzizi, voie désormais ouverte pour faire le trafic entre Bukavu et Uvira en passant par le Rwanda. Le gouvernement provincial dénonce par la même occasion le massacre de patients, enfants, jeunes et militaires survivants de balles, grenades et bombes le long de la route Kamanyola
jusqu'à Sangue et de plus de 91 personnes, à majorité des hommes au motif qu'ils seraient des Wazalendo ayant résisté à la prise de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial alerte la communauté internationale sur l'entrée à Uvira cette soirée d'un renfort constitué de 7 camions remplis des armes type roquettes avec pour objectif de constituer une base arrière dans les collines surplombant la ville d'Uvira après avoir fait semblant de se retirer de la dite ville telle qu'exigée par les États-Unis d'Amérique. C'était plutôt des propos recueillis par nos confrères de la RTNC Uvira. À l'approche des fêtes de fin d'année, la police nationale congolaise renforce son dispositif sécuritaire. Philémon Patience Mouchidiave annonce une série de mesures concrètes, notamment le déploiement d'inspecteurs à travers le pays afin de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Toto Sungu, Cédric Kenina et Bijou Ekamba. En cette période sensible des fins de l'année, la police nationale congolaise passe à la vitesse supérieure. Le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchid Yav, inspecteur général de la police nationale congolaise, a tenu ce mardi 16 décembre la dernière causerie morale de l'année. Objectif, galvaniser le troupe pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens pendant les festivités. Nous allons nous mettre au travail à côté du commandement général de la police nationale congolaise. Nous allons leur prêter main forte, toujours en ce qui concerne nos missions, pour que la population de Kinshasa fête calmement et à l'aise les fêtes de Noël et de Nouvel An. Un déploiement spécial d'inspecteurs est prévu à partir du 22 décembre. Ils auront pour mission de contrôler et d'évaluer les unités territoriales et la police des circulations routières sur l'ensemble du pays. Beaucoup d'antivaleurs sont dénoncés par notre population. Ces antivaleurs, ils ont oublié la déontologie et l'éthique de notre noble mission de policiers. Ce sont les gens qui, pendant cette période, que nous serons derrière eux. Ce comportement est à la base de la crise de confiance ici à Kinshasa entre la population et la police. Pour plus d'efficacité dans l'action, 3 nouveaux véhicules ont été remis aux antennes de Kinshasa, du Congo central et du Kasaï oriental. Une dynamique renforcée par la coopération toujours active entre la PNC et la MONUSCO. Je l'ai dit dans les titres, passer une nuit paisible à Tchangou, relevé récemment de l'exploit des bandits armés, semer la terreur, sillonnant avenues et quartiers à la recherche des biens mal acquis. Face à l'insécurité, la population désemparée est appelée à collaborer avec les services de sécurité. Le procès en flagrance s'est ouvert hier mardi. Un récit de Angèle Mabiala et Toto Fundje. Le choc de nuit de terreur dans la commune d'Endjili. Plusieurs quartiers ont sombré dans les mois lors d'une série de cambriolages d'une violence inouïe. Des habitations ont été prises pour cible par une bande constituée. Des assaillants lourdement armés, certains en tenue militaire, d'autres en tenue civile, ayant des marteaux et des burins qui ont servi pour casser des murs. Ils ont terrorisé, menacé, violé, tiré à balles réelles et emporté plusieurs biens et de l'argent, laissant derrière eux pleurs et grincements de dents. Suite à une intervention rapide des forces de l'ordre, les suspects ont été appréhendés, certains avec des objets volés, menant directement à l'ouverture d'un procès en flagrance sous les regards du bourgmestre de la commune d'Endjili, qui ne ménage aucun effort pour que ses administrés vivent dans la quiétude. Les efforts que nous sommes en train de fournir, le résultat est là. Nous avons mis la main sur les grands criminels de notre contrée, de notre commune. Mais c'est Tchalou, réputé grand criminel, que la population collabore avec les services de sécurité. Ça, c'est le fruit des itinérances que nous avons menées. Ça, c'est le fruit de la collaboration entre la population et les services de sécurité. Les tribunaux des garnisons d'Endjili siégeant en audience foraine au quartier 13 se vit forcé de délocaliser ses procès pour le commissariat de police du quartier 7, vu la tension excessive de la population décidée d'en découdre une fois pour toutes avec ces malfrats. Le ministère public a posé les jalons de l'accusation des vols à main armée, association des malfaiteurs et menaces de mort. Les témoignages ont été accablants. À 3h du matin, criminels côté la Lupango. C'était vers 3h du matin, les criminels ont cassé le mur et ils ont tiré sur moi et sur mon épouse. Vers minuit 30, les bandits armés ont envahi ma maison. Ils ont tiré à balles réelles
Ils m'ont blessé à coups de machettes. Ils étaient très nombreux. Ils nous ont tabassés, ils ont emporté de l'argent et des biens. Que la justice fasse son travail pour qu'ils soient aux arrêts. Au-delà de l'identification visuelle, le caractère criminel s'est aggravé par la présence d'armes à feu présentées par le procureur. Après l'audition des témoins, la parole a été donnée à la défense pour les plaidoiries finales, mais les intempéries ont contraint le tribunal à renvoyer l'audience pour ce jeudi 18 décembre 2025. Pour les habitants d'Ndjili, ce procès est un message envoyé à tous ceux qui pensent que la nuit leur appartient. Et à la Chambre haute du Parlement, les élus des élus ont clôturé ce mercredi la session ordinaire de septembre consacrée à l'examen du budget 2026. Un budget en équilibre, en hausse de 16,4% par rapport à l'exercice précédent qui a été adopté. Janine Kalinga, Julien Piana et bienvenue Loussala. À la plénière des clôtures de la session budgétaire 2025, le débat était axé sur la nécessité d'orienter les dépenses vers des secteurs stratégiques tels que l'éducation, la santé, les infrastructures et la sécurité. Dans son allocution des clôtures, Jean-Michel Samal-Kondé s'est dit satisfait de l'engagement des sénateurs tant aux travaux des commissions qu'à ceux des plénières. Le speaker de la Chambre haute a rappelé que l'adoption du budget constitue un acte de souveraineté nationale et il a souligné l'importance de la rigueur dans l'exécution des crédits votés pour répondre aux attentes de la population. Cette plénière de clôture a permis l'adoption d'un certain nombre de textes de loi. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 85 ont pris part au vote, 82 ont voté oui, aucun n'a voté non, 3 ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Pour le projet de loi de finances, 85 membres sur 109 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Le président de la Chambre des sages a formulé le vœu de voir l'accord de Washington ouvrir la voie à la fin définitive des atrocités contre les populations et le retour de la sécurité dans les provinces meurtries afin de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Pour Samal Kondé, la situation qui traverse la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies n'est pas une succession d'événements isolés, il s'agit d'une tragédie humanitaire insoutenable marquée par la perte en vies humaines des millions de Congolais, d'où il a appelé la communauté internationale à reconnaître les génocides perpétrés en RDC, appelés génocostes pour des raisons économiques. La RDC et l'Ukraine renforcent leur coopération parlementaire. Le président de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boji, a eu des échanges avec l'ambassadeur ukrainien autour du partenariat interparlementaire et des défis sécuritaires communs. Un reportage d'Anim Balaka, Patrick Badibanga et Hermé Bangando. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Aimé Boji Sangara, a accordé ce mercredi 17 décembre 2025 une audience à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ukraine en RDC, Dr Vasil Amianin. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire entre la RDC et l'Ukraine, deux pays confrontés à des défis sécuritaires majeurs liés à des agressions portant atteinte à leur souveraineté territoriale. Les échanges ont porté principalement sur la mise en place d'un groupe d'amitié parlementaire entre les deux pays, la création des ponts de coopération entre députés, ainsi que le développement des relations bilatérales et multilatérales à travers des visites réciproques, des échanges entre commissions parlementaires et des contacts réguliers entre les instances dirigeantes des deux parlements. Au-delà du cadre institutionnel, les deux parties ont également évoqué des perspectives de coopération pratique dans plusieurs secteurs clés. On a discuté avec Monsieur le Président les possibilités de faire coopération, les domaines pratiques, agriculture, ingénierie, énergie et les autres.
Sur les plans politiques et sécuritaires, l'ambassadeur ukrainien a souligné l'importance d'une solidarité accrue entre pays victimes d'agressions, insistant sur la nécessité d'unir les efforts au niveau régional et international afin de restaurer une paix juste et durable et de garantir le respect de la souveraineté des États. Cette audience marque une étape importante dans la consolidation de la diplomatie parlementaire entre la RDC et l'Ukraine et ouvre de nouvelles perspectives de collaboration au service de la paix et de la stabilité. Et en nouvelle, la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, a clôturé ce mercredi au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale la première édition des conférences annuelles du service public au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en réaffirmant l'alignement de ses assises sur le programme d'action du gouvernement 2024-2028, notamment son pilier consacré à la modernisation, l'innovation et à la performance des services publics. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Le soutien de la Chine au Conseil de sécurité est un atout majeur pour la République démocratique du Congo qui continue d'affronter les difficultés liées à la présence de l'armée rwandaise sur son sol. Le professeur André Mbata Betukume Somangu estime que le Rwanda doit se retirer sur l'ensemble des territoires occupés à l'est de la RDC. Ce mercredi 17 décembre 2025, le professeur André Mbata est venu à l'ambassade de la Chine exprimer sa gratitude aux diplomates chinois pour son engagement continu à soutenir la République démocratique du Congo dans sa lutte pour la souveraineté et le retour de la paix à l'est du pays. Et vous savez, la Chine, c'est un grand ami de la République démocratique du Congo. La Chine, c'est également un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je dois rappeler qu'elle a joué un grand rôle dans l'adoption de la résolution 2773 qui obligeait le Rwanda qui nous agresse de retirer ses troupes de la RDC et de cesser de son soutien au M23. L'ambassadeur Zarbin se félicite de relations sino-congolaises et a rassuré le professeur André Mbata Betukume Somangu de l'appui de son pays au sein des instances internationales. Le président Xi Jinping et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entretiennent de très bonnes relations. Et nous condamnons fermement toute escalade de tension qui a eu lieu récemment et demandons au M23 et les forces étrangères qui sont derrière de se retirer, comme ce qui est prévu dans la résolution, se retirer des terres occupées. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation a informé les diplomates chinois de la tenue d'une marche pacifique le 19 décembre 2025 pour exprimer la solidarité de la population aux frères et sœurs de l'Est meurtris par la guerre d'agression. Cette marche pacifique se conclura par le dépôt des mémorandums à l'ambassade des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de la France et de la Belgique. Voilà, vous avez compris qu'il s'agissait de l'ambassadeur de la Chine au RDC qui exigeait de son côté le respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, celle du retrait sans condition des troupes rwandaises du sol congolais. Et puis la RTNC entretient des relations de coopération avec la chaîne nationale chinoise CGTN. Dans le cadre de ce partenariat, des échanges, des contenus se font entre les deux médias publics. Aujourd'hui, nous vous proposons l'ouverture du port de Yangpu au cœur de Haiyan. Je pense que je l'ai bien prononcé, dans le cadre des échanges commerciaux. Oscar Balkaïch. Bonjour à tous et bienvenue à Yangpu. Regardez derrière moi ce paysage magnifique des conteneurs. Ici, je suis au port de Yangpu pour vous délivrer les dernières informations depuis Hainan du sud de la Chine. Le 18 décembre 2025, Hainan franchit un cap décisif. Pour la première fois, l'ensemble de l'île fonctionnera sous un régime douanier indépendant, une étape majeure de l'ouverture économique chinoise. Et plus concrètement, Yangpu devient la porte maritime centrale de ce dispositif. À l'avenir, plus de 80% des conteneurs quittant Hainan par voie maritime transiteront par ce port via des points de contrôle de la seconde ligne, c'est-à-dire la frontière avec la partie continentale de Chine. Yangpu est aujourd'hui le principal port d'ouverture extérieure du port franc de Hainan avec 35 lignes maritimes internationales. Les chiffres illustrent également cette dynamique. Le trafic de conteneurs est passé de 2 millions de VP l'an dernier à 3 500 000 attendus cette année, avec une croissance de plus de 50%, la plus rapide de tous les ports chinois. Au-delà des chiffres, Hainan teste également un nouveau modèle, un développement
sport, industrie, innovation et ville. Dans un contexte mondial marqué par les tensions commerciales et la tentation du repli, ce port se veut un point d'ancrage pour la mondialisation et également un symbole de la nouvelle phase d'ouverture de la Chine. La RDC et le Royaume du Maroc s'accordent pour établir un partenariat stratégique dans les secteurs clés du commerce et de l'investissement. Une équipe mixte d'experts est déjà à pied d'œuvre pour identifier les filières prioritaires. Eric Abamba. La RDC et le Royaume du Maroc veulent franchir un nouveau cap dans leur coopération économique. Un partenariat stratégique autour du commerce et de l'investissement vient d'être scellé à l'issue d'une réunion tenue à Kinshasa entre le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, et une délégation de la Confédération marocaine des exportateurs. Organisée avec l'appui de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, cette rencontre multisectorielle marque une volonté commune de développer les filières prioritaires, notamment dans l'agriculture, agroalimentaire, les produits halieutiques transformés et les équipements électriques. Selon l'ANAPI, une équipe mixte d'experts sera rapidement mise en place pour identifier les secteurs à fort potentiel et assurer la concrétisation de cette coopération. Julien Paluku Kahongya a pour sa part plaidé pour la signature d'un accord commercial formel entre les deux pays, saluant les relations déjà excellentes entre Kinshasa et Rabat. En tant que secteur privé marocain, nous sommes très motivés pour travailler à ce renforcement de nos échanges économiques. Plusieurs perspectives pour concrétiser cette ambition de part et d'autre, c'est de travailler à organiser un forum économique. Ces partenariats s'inscrivent dans une dynamique de coopération sud-sud visant à renforcer les échanges intra-africains dans un contexte de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. 6 écoles de la FUNA présentent à la cérémonie de remise des bourses scolaires par les amis de Patrick Mouyaya. Les parents des meilleurs élèves ont reçu des frais scolaires des mains du député national Eric Chikuma. Gaïta Magalano. C'est mercredi, l'Institut Salongo de Bandalungwa, cadre choisi par les amis de Patrick Mouyaya pour primer les meilleurs élèves de la FUNA. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre école. Partant de notre devise, devient quelqu'un pour les autres qui sont venus couronner l'excellence, la méritocratie et le travail bien fait. 2 élèves de 6 écoles de 6 districts de la capitale reçoivent la bourse pour l'année scolaire 2025-2026. Je dis un grand merci d'avoir pensé à nous. Cela prouve à quel point il a l'intérêt pour la jeunesse congolaise. Que Dieu lui bénisse. Pour l'honorable Eric Chikuma, investi dans l'enfant congolais pour un Congo meilleur à travers cette bourse, une manière de soutenir la gratuité de l'éducation de base prônée par le président de la République. Investir dans l'enfant congolais, dans l'éducation de nos enfants, de nos futurs leaders, et d'ailleurs c'est même pas des futurs parce que c'est des leaders aujourd'hui dans leur salle de classe, dans leur promotion respective, parce qu'ils sont le premier de classe, ils sont le premier de leur promotion et je pense que c'est déjà un leadership qui le caractérise. Et nous voudrions pousser ces leaders à élever leurs ambitions, à mériter la réussite et à récolter ce que nous appelons l'excellence. Jared Panzou, député provincial, estime que cette bourse soulage les quotidiens de parents. Cette bourse dénommée Patrick Mouyaya vient à point nommé pour effectivement répondre à ces besoins. Et nous, en tant qu'autorité des représentations ici dans la commune de Bandalung, nous ne pouvons que soutenir. Voilà de quoi faire réagir les enseignants et promoteurs. L'initiative ne s'arrête pas. Vous voyez que ça encourage et ça motive surtout les élèves pour mieux faire dans les années à venir. La bourse, les amis de Patrick Mouyaya continuent de souffler son vent dans les écoles de la capitale pour le présent et les futurs de l'enfant congolais. La directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue, a reçu le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito. Les discussions ont porté sur l'état de la sous-station provinciale de la RTNC et les pistes pour améliorer le fonctionnement. Un reportage de Regan Shindani et Iverson Kababa et Senda Emaka. C'est une visite de travail à haute portée symbolique.
Reçu ce mercredi à Kinshasa par la directrice générale de la RTNC, Sylvie Lengue-Niembo, le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, est venu faire le point sur l'état de la sous-station provinciale de la chaîne nationale. Un passage en revue qui s'est traduit par l'établissement d'un bilan des appuis provinciaux, les défis logistiques et surtout les perspectives d'avenir. La direction générale a promis l'envoi imminent d'un émetteur pour améliorer la couverture du média public dans cet espace géographique. J'ai posé des problèmes concernant la RTNC locale. Nous construisons déjà un bâtiment qui leur sera remis dans les jours à venir, dans les semaines qui viennent, parce qu'il est presque fin prêt. Nous attendons l'équiper. Du côté de la RTNC ici, il manque bien sûr certaines choses qu'il faut compléter. Il y a la question de pylônes qui se pose. Je crois qu'une solution a été trouvée sur les assemblages. Nous allons travailler pour que ça nous parvienne très rapidement, mais également la chaîne de caméra et l'émetteur aussi, bien sûr. Nous avons eu un retour positif. Nous aurons tous ces matériels très rapidement à Isiro et c'était question de lui dire merci également pour avoir répondu promptement à cette demande afin que nous puissions avoir la RTNC locale qui fonctionne dans de bonnes conditions. Un geste salué par l'autorité provinciale qui a mis en lumière le rôle essentiel de la RTNC dans la bataille de l'information dans un contexte où l'unité nationale reste une priorité absolue face à l'agression sous toutes ses formes. Le Fonds national de l'aménagement du territoire a clôturé l'atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités sur la vision stratégique en action concrète, ce qui marque une étape clé dans la modernisation de la gestion du territoire national. Angèle Mabiala, Eli Toumba. Un capital humain formé, c'est un levier indispensable pour parier à un travail axé sur le résultat. C'est dans cette logique que le personnel du Fonds national de l'aménagement du territoire a été soumis à un exercice de renforcement des capacités. Dans la pratique, il s'est agi de 3 jours d'appropriation de l'objet social du FONAT et d'intériorisation des textes réglementaires régissant cette institution. Ajoutez à cela l'éthique professionnelle et la mobilisation des ressources, un engagement pour l'excellence. L'aménagement du territoire n'est pas une mission ordinaire. Il engage l'avenir de notre pays, l'équilibre entre provinces, la cohésion nationale et la justice spatiale. Et à ce titre, le FONAT ne peut être une administration de routine, il se doit d'être une institution d'excellence et de rigueur d'anticipation. Dans ses missions régaliennes, le FONAT œuvre pour la réduction des inégalités territoriales en favorisant l'équité entre les entités administratives, mais aussi et surtout financer les infrastructures et services pour les populations. Il était question pour nous de renforcer les capacités de nos cadres et agents pour parfaire l'objet nous fixé par l'État congolais. Nous devons accompagner les chefs de l'État qui aujourd'hui se battent tous les jours pour que la paix revienne en RDC. Et nous sommes tous conscients, nous vivons des inondations, nous vivons la superposition. Le pays tel que nous sommes n'est pas encore aménagé. Voilà la charge qui nous incombe aujourd'hui. Nous puissions mobiliser des moyens nécessaires afin que les bras, étant que bras financiers, nous devons maintenant porter aide à tous les bras techniques pour que le pays soit aménagé. Cet atelier de formation a été sanctionné par la remise des brevets aux participants. Cette initiative du Fonds s'inscrit dans la volonté globale du gouvernement de doter l'administration publique d'un personnel qualifié capable de porter les réformes structurelles nécessaires à la nation. La commission interministérielle chargée d'indemniser les personnes affectées par le projet des rocades de Kinshasa a procédé ce mercredi au paiement d'un 3e lot de 65 bénéficiaires. La remise des ordres de paiement s'inscrit dans la poursuite du processus d'indemnisation lancé par le gouvernement congolais. Un reportage d'Éric Kabamba et Robert Kalimba. 65 propriétaires de terrains de bâtiments affectés par les travaux des rocades de Kinshasa ont reçu leur paiement. C'est la 3e vague d'indemnisation depuis son lancement par le gouvernement de la République et son exécution à travers la commission interministérielle. Au bureau de la commission, sous la présidence de son coordonnateur, ingénieur Georges Kochi, chaque récurrent se présente avec le titre de propriété qu'il remet à la commission en échange
de l'ordre de paiement et les procès-verbaux signés par les deux parties lors des négociations. De quoi réjouir les bénéficiaires. En tout cas, le paiement s'est passé normalement et il ne nous a pas été exigé une quelconque commission. Merci au président de la République pour l'initiative de ces travaux. Pour ceux qui hésitent encore, je les encourage à approcher la commission en temps utile. Ils seront indemnisés correctement. Pour le cas d'indemnisation partielle, les coordonnateurs de la commission Georges Ekochi a tenu à rassurer que l'État congolais s'engage à octroyer de nouveaux titres de propriété aux personnes concernées. Une annonce rassurante pour les personnes affectées dont certaines ont vu leurs biens partiellement touchés par les travaux. Nous avons établi plusieurs OP, mais malheureusement, il y a certaines personnes affectées par les projets qui n'ont pas encore versé leur identité bancaire au niveau de la CGT pour leur paiement. Donc nous exhortons à venir très rapidement avec leurs identités bancaires de manière à ce que leur soient remis leurs OP. Depuis le lancement du processus d'indemnisation, un peu plus de 300 personnes ont déjà été payées. Au terme de 3 jours des travaux, les parties prenantes ont adopté une feuille de route destinée à améliorer le respect des droits humains dans les zones minières. Cet engagement, salué par les ministres des Droits humains et des Mines, bénéficie du soutien du président de la République et du gouvernement congolais. Chimène Dondo, Cédric Enina pour ce reportage. Pendant 3 jours, le parti prenante ont défini de stratégies concrètes pour garantir le respect des droits humains, notamment dans les zones d'exploitation minière. Dans son adresse, le ministre des Droits humains, Samuel Bemba Kabouya, a salué une feuille de route réaliste, axée sur des actions misérables dès 2026. Avant de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour leur soutien dans ces combats pour la dignité humaine. Les stratégies opérationnelles que nous avons élaborées ensemble ne sont pas de simples documents administratifs destinés à embellir nos armoires. Elle représente une feuille de route pragmatique, réaliste, mesurable, qui guidera nos pas en 2026 et au-delà. Un engagement fort, renforcé par celui du ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, déterminé à appliquer ces résolutions dans toutes les entreprises extractives du pays. Tant pour leur maîtrise dans les matières dispensées, que pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans la transmission des connaissances. Leur expertise et leur pédagogie ont également grandement contribué à la qualité des travaux et à l'appropriation effective par les participants des principes volontaires. Un tournant décisif dans la promotion des droits humains en RDC, dans un domaine essentiel dans la mobilisation de recettes pour le compte du Trésor public. Et puis l'RDC franchit une étape importante dans l'assainissement du secteur du diamant artisanal au Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Le premier colis de diamant artisanal certifié a été réceptionné avant son départ pour Anvers, une avancée symbolique qui renforce la traçabilité et la transparence pour un diamant responsable en conformité avec le processus de Kimberley. Sandra Nyangui et Charmant Lelo. Lancé fin 2022 pour renforcer la traçabilité du diamant artisanal, le projet Origem A vient de franchir une étape majeure avec le premier transfert officiel d'un colis de diamant artisanal congolais vers Anvers, en Belgique, pour sa commercialisation. La cérémonie s'est déroulée au Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC en sigle. C'est l'aboutissement d'un combat qui veut que tous les diamants soient retracés de l'extraction jusqu'aux consommateurs finaux. Nous exhortons les autres coopératives à emboîter les pas, à prendre aussi l'exemple. Entièrement certifié par le CEEC, le colis sera également transporté par l'institution jusqu'en Belgique. Ils ont bénéficié de l'encadrement de SAIMAP et aujourd'hui, après la production, ils ont amené le produit pour que nous puissions expertiser et aussi produire ce qu'on appelle les certificats de Kimberley.
Et le royaume de Belgique a appuyé pratiquement la production artisanale. Pour la première fois, la République démocratique du Congo commercialise du diamant artisanal conformément au processus de Kimberley grâce à la collaboration du SAEMAP, du CEEC, du Royaume de Belgique et de DDI Resolve. Le colis provient de la coopérative d'Iswadianzambe Comidiaz, basée dans la province du Kasaï. Son déballage officiel a eu lieu dans la salle technique hautement sécurisée du CEEC. Soutenu par le Royaume de Belgique, le projet Origem A vise à promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et le développement local dans le secteur du diamant artisanal en République démocratique du Congo. Une nouvelle vague des bandits a quitté la ville de Lubumbashi pour le centre de rééducation de Kanyama-Kasese sous la supervision du service national. Un convoi sous bonne escorte de la police nationale. Cédric Kenina et Tony Djouma. Sous l'œil vigilant de la police nationale congolaise et du service national, 147 jeunes délinquants appelés Kuluna, dont 4 filles, ont été transférés vers les centres de rééducation de Kanyama-Kasese dans le Holomami. C'est le deuxième lot dans le cadre de cette opération d'assainissement urbain. Avant le départ, un contrôle minutieux d'identification a été effectué. Quelques jeunes jugés non concernés ont été relâchés. À Kanyama-Kasese, ces jeunes seront formés, encadrés et réinsérés dans la société à travers des métiers de production. Une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de faire du service national un véritable outil de transformation sociale. L'objectif est d'offrir une seconde chance à ces jeunes tout en luttant contre la montée de la criminalité urbaine. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé poursuit avec ses contrôles de conformité. Son directeur général, Miguel Katemba, a effectué une visite de travail à Vodacom Congo. Objectif, évaluer l'application de la loi et promouvoir plutôt la sous-traitance. Un reportage de Joël Makela. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé poursuit sa mission de contrôle de conformité dans la ville de Kinshasa. Accompagné de ses collaborateurs, le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachel Katemba, a effectué une visite de travail au siège de Vodacom Congo, l'un des principaux opérateurs de télécommunications en RDC. Objectif, vérifier le respect de la loi sur la sous-traitance, notamment la conformité des partenaires et la bonne application des exigences légales au sein de cette société. Les responsables de Vodacom Congo ont présenté leur dispositif interne de sous-traitance et se disent disposés à offrir plus d'opportunités de marché aux sociétés éligibles et qualifiées. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous travaillons à ce que nous puissions développer bien sûr les emplois mais également les entreprises congolaises. Le DG Miguel a pour sa part rappelé la détermination de l'ARSP à accompagner les grandes entreprises dans la mise en œuvre stricte de la loi. Vous avez vu qu'il y a eu la table ronde, où il y a eu 3 jours de cet atelier où le chef de l'État, en dépit de plusieurs occupations, est venu pendant tous ces 3 jours afin de pouvoir travailler ensemble avec nous. Et cela démontre à quel point l'entrepreneuriat dans ces pays lui tient à cœur. Donc l'objectif de ces contrôles est de pouvoir assainir et créer des opportunités aux entrepreneurs congolais. Cette opération s'inscrit donc dans une série de contrôles en cours visant à assainir le secteur et renforcer la transparence dans la chaîne des sous-traitances en RDC. Les élèves du complexe scolaire Archange ont échangé avec le groupe CI de solidarité autour du leadership et de l'amour du pays. C'était à l'occasion de l'évaluation des travaux de construction d'un bâtiment destiné à soutenir l'éducation de base, une initiative rendue possible grâce aux cotisations des membres. Séverine Katanda.
Dans un élan de patriotisme et d'engagement pour l'avenir de la jeunesse congolaise, le groupe Compétences, Intelligence, Développement et Expertise CID Solidarité poursuit son action concrète en faveur de l'éducation de base. Ce lundi 16 décembre 2025, direction Kimbanseke, dans l'est de Kinshasa, au complexe scolaire Archange, où les travaux de construction d'un bâtiment pour les salles de classe et la rénovation d'autres infrastructures ont été lancés grâce au financement issu des cotisations de membres de cette plateforme qui a offert à cette même occasion des fournitures scolaires et matériel didactique pour améliorer la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, on est à Kimbanseke pour soutenir un effort qui consiste d'abord à donner une petite infrastructure à ces enfants. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un bâtiment qu'on a commencé. C'est très important que nous mettions l'éducation au cœur du changement de notre pays. Aucun pays au monde ne s'est développé sans éducation des enfants. Et principalement, je suis content parce que nous avons poussé sur l'éducation de la jeune fille dans cette école. Aujourd'hui, je suis heureux, comme vous pouvez le remarquer derrière moi. Un geste fort posé sous le leadership du docteur Michel Mouvoudi, président du CID Solidarité, et les membres disséminés à travers la République, dans le cadre de l'initiative J'ai mon école, un programme qui fait la promotion de l'éducation de la jeune fille et l'amour de la patrie dès les bas âges. Que si nous ne prenons pas l'éducation comme étant notre responsabilité, personne ne le fera à notre place. Et je pense que si chacun de nous apprend à donner un bic, un tableau, un banc, nos enfants, nos petits-enfants vont étudier dans de bonnes conditions. En même temps que Kinshasa, plus de 100 écoles à travers la République ont été appuyées par les coordinations provinciales du CID Solidarité, une plateforme apolitique et non confessionnelle. À l'autorité de l'aviation civile de la RDC, la direction générale et les partenaires sociaux ont tenu une réunion paritaire annuelle présidée par la directrice générale adjointe. La rencontre a porté sur l'amélioration des conditions de travail des agents marquée par la remise officielle de la convention collective. Reportage. Conformément au texte en vigueur, la réunion paritaire annuelle s'est tenue le lundi 15 décembre 2025 à la direction générale de l'autorité de l'aviation civile. Présidée par Madame le directeur général adjoint, cette réunion a rassemblé administration et représentants syndicaux dans un cadre de dialogue constructif portant sur les conditions de travail, le bien-être des agents, la situation économique et sociale de l'institution, ainsi que le processus de mise à la retraite. Elle est désormais un instrument reconnu et opposable qui consacre notre volonté commune de bâtir un cadre de travail moderne, équitable et transparent. Elle marque une étape historique dans la vie de l'AAC en inscrivant noir sur blanc des droits et obligations de chacune des parties. En ce sens, elle constitue un outil de stabilité et de crédibilité pour l'AAC. Les échanges ont porté sur la consolidation du cadre social et la recherche de solutions concrètes visant à instaurer un environnement de travail plus sain, plus sécurisé et favorable à l'épanouissement professionnel. 2 agents de l'autorité de l'aviation civile en RDC. Au point d'orgue de cette rencontre, la présentation officielle de la convention collective signée par le parti et visée par l'inspection du travail. Un exemplaire du document a été officiellement remis à chaque signateur, consacrant un cadre juridique commun au service de l'amélioration de conditions et du bien-être au travail au sein de l'AAC-RDC. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiassi sous la direction d'Oscar Balkaïj. Angèle Mabiala était à la coordination. Rodé Panda, Ramadan Poki et Héritier Katendi l'ont réalisé pour vous. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. 23h, retrouvez Robert Deji Sensei. Je vous dis au revoir et à demain. Est-ce qu'en signant cet accord, la RDC renonce à sa souveraineté? Non. Le texte réaffirme explicitement le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de